bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi La Première. Voici les titres de votre journal ce soir. La cérémonie de clôture des Jeux Olympiques a tenu ses promesses. Notre médaillé d'or, Kaoli Vast, a défilé lui aussi au Stade de France avec plus de 8000 athlètes. Le nageur Léon Marchand a éteint la vasque olympique. Les 8 lauréats du CAPES pourront finalement effectuer leur stage à Tahiti plutôt qu'en France hexagonale. Hayana Somers, elle aussi, aimerait être stagiaire ici plutôt qu'à Versailles. Elle a réussi le concours qui permet d'enseigner dans un lycée technologique. La mère de famille espère avoir gain de cause auprès du ministre de l'Éducation. Roni Telipaya est notre invité ce soir. Nous lui poserons la question. Nous évoquerons aussi l'ensemble, la réforme des rythmes scolaires. Cueillir soi-même des oranges dans la vallée de la Punadu, c'est possible jusqu'au 1er septembre. Moyennant autorisation et cotisation, le public est convié à réaliser cette randonnée mythique. Et à quelques jours des championnats de vitesse de Va'a à Hawaï, nous vous ferons revivre les championnats de Fidji en 1998. Rendez-vous dans notre rubrique Fénois d'avant. Après 19 jours de compétition, les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont officiellement terminés. Vous avez pu suivre en direct la cérémonie de clôture sur Polynésie la Première ce matin. Plus de 8000 athlètes ont défilé dans le Stade de France. L'acteur Tom Cruise est descendu en rappel pour récupérer le drapeau olympique et l'emmener à Los Angeles pour les Jeux de 2028. La France bat son record avec 64 médailles, dont 16 en or. Quelle moisson pour les Outre-mer? Réponse avec Alban Lucien. 19, c'est le nombre de médailles récoltées par les sportifs des Outre-mer pendant ces Olympiades, soit plus que les 15 de Tokyo. Dans le détail, cela donne 6 médailles de bronze, 8 d'argent et 5 en or. Ce métal, il a brillé dès le 27 juillet autour du cou du Martiniquais Andy Timo, du Guadeloupéen Jefferson Lee Joseph et du Réunionnais Jordan Sefo après la victoire de l'équipe de France de rugby à 7 face aux Fidji, la première médaille d'or française de ces Jeux Olympiques. Sur le tatami, le patron, c'est lui. Teddy Riner est devenu le judoka le plus médaillé des Jeux. Le Guadeloupéen décroche à Paris sa 3e médaille d'or au JO en individuel et sa 2e en équipe avec Sarah Léonie Sizik et Johan Benjamin Gaba. J'ai réalisé mon rêve. Aujourd'hui, on a réalisé notre rêve. Et c'est vrai, c'est pas la même équipe, mais celle-là me fait bien kiffer. On l'a gagné! Voilà! Sur une vague qu'il connaît bien, Kaoli Vast a quant à lui offert à la France son premier titre en surf chez lui, à Tahiti. De lors que le jeune homme de 22 ans est venu fêter à Paris. Ce samedi, elle est celle qui a permis à la France de battre son record d'Atlanta. La Martiniquaise Althea Laurin apporte au sport tricolore sa 16e médaille d'or. Je suis très contente parce que je sais que le taekwondo, ça m'a donné beaucoup de choses dans ma vie, de la confiance, de la joie. Donc je serais très contente qu'il y ait des enfants qui participent aussi à cette chose magnifique qu'est le taekwondo. Et l'athlète fait coup double puisqu'elle offre en même temps au taekwondo français son premier titre olympique. Et ce soir, juste après le journal, ne manquez pas sur Polynésie la Première, le magazine de 32 minutes sur les moments forts de l'équipe de France de surf. Dans ce best-of, David Chang et Teiva Ribé nous feront revivre l'émotion et le mana de cette compétition unique à Te Ahupu'o. Voici un extrait. On se dirige à toute vitesse vers une des plus belles vagues au monde. Te Ahupu'o, le théâtre des épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Polynésie la Première et sur les antennes de France Télévisions. Yorana, Justine Dupont. Bonjour, bonsoir à tous. On est ravis d'être là avec vous. Extraordinaire les JO.
Et parmi les talents prometteurs de la discipline surf, la petite Tia Zebrowski qui continue de nous étonner. Elle vient de remporter une compétition en Angleterre. Un premier succès sur le circuit Pro Open. À seulement 13 ans, la jeune Tahitienne est déjà vice-championne du monde ISA en U18. Nous vous parlions il y a quelques jours de ces lauréats du CAPES contraints de faire leur stage de titularisation en France hexagonale. Grâce à l'intervention du président Broderson, directement auprès du président Macron, ils ont pu finalement avoir gain de cause et rester à Tahiti. Mais il existe d'autres cas similaires qui espèrent le même traitement. Kaline Liénard et Dylan Fels ont rencontré Heiana Somers, lauréate du CAPET, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Elle a été affectée à Versailles pour son stage. Regardez. Oubliée du système, c'est le sentiment de Heiana Somers. Cette lauréate du concours de professeur d'économie-gestion n'a pas eu sa place en Polynésie, mais à Versailles, l'une des communes les plus chères de France qui ne figurait pas dans sa liste de vœux. Impossible pour elle d'accepter ce choix. Je ne peux pas me permettre de séparer ma fille de son papa. Nous sommes séparés, donc on partage un peu sa garde et lui, il est gravement malade. Donc je ne peux pas emmener ma fille en métropole alors que lui, on ne sait jamais quand est-ce qu'il pourrait faire une rechute. J'ai aussi un emprunt, nous on est propriétaires ici, donc je ne me vois pas aller vivre à Versailles ou un appartement qui va me prendre la moitié de mon salaire, voire plus. Et au final, il ne me restera vraiment pas grand-chose en fait. Tout lauréat d'un concours doit effectuer un stage de titularisation. Heiana a fait une demande de report de ce stage. C'est assez rarement accepté. C'est selon certaines circonstances et je ne sais pas si j'entre en fait dans ces critères. Et si ce n'est pas accepté, tu ne fais pas le stage l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe? Je perds le bénéfice du concours en fait. Titulaire de 2 licences et d'un master avec mention bien, Heiana a travaillé comme serveuse pour financer ses études. Ses parents, aux revenus modestes, ont réussi à l'envoyer dans l'Hexagone pour passer les oraux du concours. On ne comprend pas quoi. Je ne sais pas, nos enfants vont faire des études, ils arrivent à faire des études, parce qu'on leur dit qu'il faut faire des études pour bien être dans le système du travail. Et là, aujourd'hui, je vois que tout ce qu'on en fait, je pense que ça a été bien fait, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le système qui ne va pas. La rentrée est prévue le 26 août à Versailles, dans 2 semaines, et Heiana attend toujours une réponse des instances de l'éducation. Je voudrais savoir si toutefois mon report de stage serait accepté, si je pourrais faire mon stage de titularisation l'année prochaine ici en Polynésie française. Bonsoir Roni Telipaya, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes ministre de l'Éducation. Quand on voit avec quelle rapidité le problème a été réglé pour les 8 lauréats du CAPES qui seront finalement affectés en Polynésie, est-ce que vous ne pourriez pas également venir en aide à Heiana Somers? Alors, d'abord, j'aimerais revenir sur le terme qui a été employé dans le reportage, oublier du système. Ce n'est pas du tout le cas. Depuis le début, le ministère de l'Éducation et les services de la DGDZ n'ont cessé d'essayer de trouver des solutions. Alors, quand on utilise ce terme, oublier ou essayer d'aider, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, cette jeune fille, on l'a déjà reçue au ministère de l'Éducation avec le délégué syndical. Et on lui a expliqué la situation. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Heiana Somers fait partie des 3 lauréats du concours au CAPET de co-gestion. Donc ici, en Polynésie, il n'existe que 2 postes. Il se trouve que Heiana est en 3e position. Donc forcément, ce sont ceux qui sont en haut du classement qui ont ces postes. Je comprends parfaitement la situation qu'elle vit. On l'a vu, les mères Oui. de famille, le père de sa fille évidemment. est malade. Elle a besoin d'un coup de pouce, clairement. Évidemment, on l'a reçu, on comprend parfaitement. Mais le ministère de l'Éducation locale ne crée pas les postes. C'est l'État qui donne les postes en fonction des besoins des élèves.
on ne va pas mettre en place quelqu'un, garder quelqu'un s'il n'y a pas d'élèves. Elle pose justement la question du report de son stage. Si vous ne pouvez pas agir pour cette année, elle espère une possibilité pour l'année prochaine. Est-ce que vous pouvez intervenir dans ce sens? Alors, c'est la procédure en fait. Cette demande de report de stage est adressée à la DGRH de l'éducation nationale, pas locale. C'est pas moi qui décide. Donc, il faut attendre la réponse de l'État et en fonction de ça, le ministre local affecte. On a vu que Monteil Broderson avait un certain pouvoir sur les décisions de l'État. Alors, il faut revenir là-dessus. Il y a des choses à rectifier. Hein. C'est pas pareil, parce qu'on a les postes. On a les postes. Là, ce n'est pas le cas, on n'a pas le poste. Donc, on ne va pas inventer un poste s'il n'en existe pas. Je rappelle encore une fois que c'est l'État qui crée les postes et pas le ministère local. Merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions. La réforme des rythmes scolaires prend effet cette rentrée. Cette réforme, c'est un vrai casse-tête pour notamment les transporteurs. Certaines communes limitrophes n'ont pas les mêmes horaires. À la Presqu'île, par exemple, est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter cela? Alors, éviter dans le cas de la réforme, certainement pas, puisque c'est une réforme qui doit se faire, qui avait déjà été amorcée du temps de Christelle Hartel lorsqu'elle était ministre. On a l'impression d'entendre que c'est une nouveauté. Non, pas du tout. C'est pas la réforme de Ronit TPM, ministère de l'Éducation. Ça va être une nouveauté d'avoir Tayarapou Est qui a des jours, des après-midi travaillés et pas Tayarapou Ouest. Ça va être compliqué peut-être pour les transporteurs tout de même. En fait, non, on a déjà discuté avec les sociétés de transport. Il n'y a aucun problème à ce jour. Au contraire, ça va apporter beaucoup de bien aux enfants qui auront plus de temps. Même ça va permettre aux familles d'établir une meilleure communication. Et surtout, ça va permettre aux enseignants d'avoir beaucoup plus de formation, puisque en 2021, il y avait 6 000 demandes par rapport aux demandes de formation. En 2022-2023, on est passé à 17 000 demandes de formation. Donc, ça veut dire que par rapport à la nouvelle réforme qui va être mise en place, c'est très bénéfique pour le système éducatif polynésien. En tout cas, la direction de certains établissements le confirme. De plus en plus de parents se tournent vers le privé. Est-ce que vous craignez la fermeture de classes? Alors ça, je tiens à contredire parfaitement. Nous avons les chiffres au niveau de la G2E, puisque nous sommes au cœur même du système éducatif, donc nous avons parfaitement les chiffres. Le fait que certains parents demandent à inscrire leurs enfants dans le privé, c'est légitime. Tout le monde est libre de mettre leurs enfants là où ils veulent. Ça ne change pas d'année en année, ce n'est pas cette réforme qui va complètement... Mais il faut dire que le privé a son propre fonctionnement. Donc ils ont mis en place un fonctionnement qui convient peut-être à certains parents, mais c'est très bien. En tout cas, tous les parents sont libres d'amener leurs enfants là où ils veulent. Est-ce que vous allez aider financièrement, en tout cas le gouvernement, le pays, va-t-il aider les communes en matière de transport, en matière d'activités périscolaires? Cela a un impact financier tout de même, cette réforme. Alors, en matière de transport, il faut savoir que c'est le ministère de l'Éducation qui s'occupe du transport scolaire. Donc, ce ne sont pas les communes, jusqu'à preuve du contraire. Exception prête pour certaines communes d'entre elles qui ont décidé de passer une convention avec les sociétés de transport. Pour ce qui est d'aider, donc les communes sont invitées à prendre en charge les activités périscolaires, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas du tout une obligation, mais en tout cas, avec mon collègue du ministère des Sports, on essaie de conditionner les demandes de subvention des associations justement pour pouvoir orienter vers les activités périscolaires. Et également, un fonds d'amorçage a été, une réflexion sur le fonds d'amorçage qui existe en France notamment, puisque en France, il faut savoir que chaque élève reçoit 50 €. Dans le cadre de ces activités périscolaires, la Polynésie ne bénéficie pas pour l'instant. Un mot sur votre mise en examen, Monsieur le Ministre. Vous avez été interrogé par 2 juges d'instruction. Vous êtes mis en examen pour provocation à la haine raciale. Bien sûr, pour l'instant, vous êtes présumé innocent. Avez-vous pensé à démissionner? Alors, cette question ne m'est pas du tout passée par la tête. Ce n'est pas à l'ordre du jour, puisque je dois préparer la rentrée et il y a beaucoup de choses à faire. À partir du moment où on est mis en examen, on est présumé innocent. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je suis toujours à mon poste. Et donc, je suis là pour travailler pour l'ensemble de nos enfants et de l'ensemble du personnel du système éducatif polynésien. Merci beaucoup, Ronit Tetipaya, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Toujours pas d'issue aux différents conflits sociaux à l'aéroport de Tahiti. Le secrétaire général de la CSTPFO, Patrick Gagnon, estime que la direction d'ADT ne veut pas négocier. Les 2 compagnies aériennes locales, Air Tahiti et Air Tahiti Nui, emboîtent le pas et ont déposé un préavis de grève. Malgré le courrier du haut-commissaire, l'intervention du président du pays et l'organisation de 12 réunions, la situation s'enlise. Les grévistes des agences de sûreté portuaire sont mobilisés eux aussi. Écoutez Nuutea Nena de South Pacific
sécurité au micro de Mérini Gamblin et Patrick Tinsing. On reste déterminés, soudés, solidaires sur nos points de revendication et puis on ne bougera pas. Qu'est-ce qui reste pour que vous vous entendiez? Le point bloquant depuis le début déjà, ça reste le 13e mois, les acquis qui veulent nous retirer, qui font partie de la convention collective de gardiennage, qui est les jours de carence et les anciennetés. Les maru-maru centenaires de Papeete coupés les uns après les autres depuis le décès du jeune homme de 23 ans suite à la chute d'un arbre à Paoufei. Une importante opération d'élagage est en cours. La commune a recensé une vingtaine de spécimens rongés de l'intérieur. 6 ne font déjà plus partie du paysage. Ce matin, c'était au tour d'un ficus d'être réduit en copeaux. Les élus rassurent, ces arbres pourvoyeurs d'ombre et d'oxygène doivent être remplacés. Mérini Gamblin, Patrick Tinsing. Un maru-maru emprisonné dans les racines d'un ficus, le fruit de plusieurs années de mauvais entretien. Abîmé par l'homme, il menace désormais de s'abattre sur lui. Triste fin pour ces majestés de la nature originaires d'Amérique du Sud, qui existent depuis bien plus longtemps que nous. Oh oui, ce sont des arbres qui ont plus d'un siècle. À l'époque, ils ont été plantés sur recommandation du gouverneur pour justement avoir des arbres qui fassent beaucoup d'ombre. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec le temps et au bout de tant d'années, il y a certains malheureusement qui ont pourri de l'intérieur et on est condamné à les abattre. Malgré toute notre volonté de vouloir les garder. C'est le 6e arbre coupé en l'espace de 3 semaines. Une vingtaine en tout doit disparaître en urgence pour éviter de nouvelles tragédies comme celle survenue à Paoufei fin juillet. On y découvre bien souvent des trous béants qui ne tenaient plus qu'à une racine. Il faut maintenant penser à des espèces plus résistantes pour les remplacer. On est à réfléchir actuellement au type d'arbre qui conviendrait de mettre en place. On a plusieurs idées, mais bon, on attend encore un peu. Pour le moment, on est un peu sur des élagages et des abattages sécuritaires. C'est surtout la sécurité de la population qui compte. Ces arbres continueront à vivre sous forme de meubles ou d'œuvres d'art. D'autres arbres maintenant, loin de la capitale, les orangers de la vallée de la Punaru. L'accès est ouvert au public jusqu'au 1er septembre. L'occasion pour la population de découvrir et de participer à la traditionnelle cueillette des oranges de Tamanu. Mais avant, il y a quelques formalités à effectuer. Payer une cotisation de 1000 francs et effectuer une demande auprès de la mairie et d'une association. Toujourou Guérard et Hubert Liao. Dès l'aube, VTA et ses amis se préparent pour leur ascension au plateau des orangers de Punaru. Ils ont pensé à tout, des vêtements chauds et des provisions pour prendre des forces. On a juste pris notre main, quoi. La préparation, c'est plutôt le linge, à boire, de l'eau, voilà, et le café, quoi. Les plus prévoyants ont pensé au matériel pour cueillir les fameuses oranges de Tamanu. Chaque visiteur est autorisé à ramener 40 oranges maximum. Tu vois, j'ai un petit collier comme ça, j'ai pris le tournevis. Ah ok, ouais, ça peut le faire. Ouais. C'est bien, faut juste que, faut juste que tu tailles, pas forcément un bambou, peut-être un caféier. Okay. C'est un moyen aussi, tu t'attaches avec ça. On part pas tant qu'on n'a pas les 40 oranges. On dort là aussi, il faut, on rentre demain. On est curieux quand on va voir à quoi il ressemble ce fameux plateau. Pour les plus habitués, il y a environ 2 heures de marche à crapahuter au pied de la vallée. Pour les novices, c'est plus compliqué de trouver le chemin. On dirait que vous vous êtes trompé un peu de chemin. Oui, un peu, oui, mais bon, c'est pas grave, on a perdu juste un quart d'heure. On a eu la chance de rencontrer l'autre groupe. On n'a pas écouté le guide. Déjà, on part sur des mauvaises bases. On a suivi, en fait, et c'est vrai que le chemin s'y prêtait un petit peu. Mais en fait, le guide avait dit, vous commencez à descendre au parking, et voilà. Donc là, on revient sur nos pas, et puis on repart de plus belle. Même si le sentier est autorisé au public, la sécurité, elle, reste essentielle. Il faut au moins avoir l'autorisation. Là, en ce moment, là, en plus, on est en pleine période d'ouverture aux visiteurs, donc les sentiers sont super sécurisés, ils sont ouverts, ils ont été bien nettoyés. Donc c'est la période de l'année où les sentiers sont le plus visibles. Le 23 août, une pépinière sera mise en place pour la régénération des pieds d'oranger, un projet financé grâce à l'Union européenne.
Des nouvelles des 3 oiseaux, les hérons striés, à qui l'on a proposé un nouvel habitat, en l'occurrence la baie de Maroe à Huahine. Selon les premières observations, ils ont bien supporté leur transfert depuis Tahiti et s'adaptent à leur nouvel environnement. Il faut dire qu'à la base, cette espèce est endémique de l'île de Huahine. À terme, une vingtaine d'individus seront réintroduits dans cette île des Raromat'ai. On connaît désormais les 10 prétendants au titre de Mister Tahiti 2024. Ils ont entre 20 et 35 ans et concourent pour devenir ambassadeurs de beauté pour la Polynésie. L'élection aura lieu le 5 octobre à la mairie de Papeete. Les visages des candidats ont été dévoilés en avant-première hier soir lors d'un bal masqué japonais. Un moment de nostalgie pour Heiva Amin qui va bientôt rendre sa couronne. Il se confie à Mereini Gamblin, Hayat Itahiata et Patrick Tinsing. C'est un mélange en fait de sentiments entre tristesse et joie. L'année dernière, j'étais là, il y a 1 an, j'étais stressé parce qu'en fait, voilà, ce concept de bal masqué, c'est assez atypique puisqu'en fait, on découvre pas tout de suite les visages des candidats. C'est vraiment uniquement à la fin d'une danse ou autre. Mais je suis content en fait de pouvoir accompagner cette année les candidats pour cette élection en 2024. Hier soir, nos rameurs ont quitté Tahiti pour participer au championnat du monde de vitesse de Va'a à Hilo, à Hawaï. Dans notre rubrique Fénois d'avant ce soir, je vous propose un voyage dans le temps en 1998 pour revivre ces mêmes championnats, mais cette fois à Fidji. Étienne Raapoto. Sommes-nous toujours les maîtres de la pirogue ? En tout cas, les résultats finaux nous montrent que Hawaï est en tête en nombre de médailles et qu'il nous faudra désormais mettre en évidence nos lacunes pour pouvoir revenir en force pour les prochaines compétitions. En espérer plus. En effet, pour les finales sur 25 courses, Tahiti était représenté dans 21 d'entre elles. La déception est encore plus grande lorsque l'on sait que les autres années, Tahiti a récolté pratiquement toutes les médailles d'or et dans toutes les catégories. Chez les vétérans, nous aurons été les grands absents, laissant les Hawaïens et les Néo-Zélandais récolter un maximum, et notamment chez les dames de plus de 45 ans et 50 ans chez les messieurs. En V6, déception également chez les seniors dames, avec 2 médailles d'argent pour 4 courses. Mais tout n'est pas noir. En effet, les seniors hommes, et plus particulièrement l'équipe de Pile 1, a remporté 3 médailles d'or sur 4. Satisfaction également chez les jeunes rameurs, et particulièrement ceux des îles, pour qui ce déplacement aura été une expérience enrichissante. Il appartient donc à nos compétiteurs de tirer les conclusions si l'on ne veut pas se faire dominer par nos cousins du Pacifique. Les JO se terminent en beauté, c'est l'information principale de ce journal. Après 19 jours de compétition, les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont officiellement terminés. Plus de 8000 athlètes ont défilé dans le Stade de France, dont Kaoli Vast. L'acteur américain Tom Cruise est descendu en rappel pour récupérer le drapeau olympique et l'emmener à Los Angeles pour les Jeux de 2028. D'ici là, ne manquez pas les Jeux paralympiques le 28 août prochain. À la une de Tahiti Info demain, le transport aérien en pleine turbulence. À suivre sur la première, notre best-of sur les JO à Te Ahupo'o, puis la série Vortex et un documentaire sur l'avortement aux États-Unis. Merci d'avoir été avec nous tout au long de ce week-end. Demain à 19h, vous aurez le plaisir de retrouver Ayata Tarahu. Passez une excellente soirée sur la première. Une baleine a même participé à une finale de surf à Tahiti. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. I'm giving you a night call to tell you how I feel. We're going Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet